D'un côté, une icône, le Louis XIV de Hyacinthe Rigaud, comme si ce peintre n'avait représenté le roi qu'une seule fois. Un portrait auquel on voue un véritable culte à l'époque, auquel il est interdit de tourner le dos, et qui occupe la place du roi dans la salle du trône de Versailles quand le monarque est absent. De l'autre, un souffre-douleur, celui que Flaubert, dans son dictionnaire des idées reçues, a appelé cet infortuné monarque. Il s'agit du roi cochon Louis XVI, souverain indigne de son humanité et réduit à l'état d'animal de la ferme. Ainsi s'oppose ici le portrait peut-être le plus emblématique de la royauté française et son pendant le plus ridicule. Louis XIV, l'incarnation la plus aboutie de l'absolutisme, et Louis XVI, son descendant, sans doute le plus mal à l'aise dans sa fonction. Eh bien, un tel face-à-face est complètement réducteur et conduit à des interprétations un petit peu fallacieuses, il me semble. Si par provocation, j'ai souhaité entamer cette communication par une telle confrontation, c'est afin de faire voler en éclats les portraits stéréotypés qui collent à ces deux monarques pour mettre en évidence la pluralité des images produites. Tous deux, en effet, ont fait l'objet de portraits laudatifs et de portraits critiques. Tous deux ont eu une fin de règne laborieuse, bien que difficilement comparable, et tous deux moururent haïs par une grande partie de leur sujet. Si cette communication est centrée sur Louis XIV et Louis XVI, cela s'explique par la conception des programmes des classes de 5e et de 4e qui entendent mettre l'accent sur ces deux temps forts de l'histoire moderne. Je resterai donc silencieuse sur Louis XV, qui pourtant, comme son aïeul et comme son successeur, inspira éloges picturaux et satire politique. Certes, il existe une image qu'on pourrait appeler officielle, véhiculée par les peintres et sculpteurs, attachée à la couronne. Cette image officielle est relayée par les gravures diffusées à travers toute l'Europe et démultipliées dans les productions monétaires. Mais pour autant, ces représentations monarchiques ne sont pas les seules à circuler. En effet, ces productions encomiastiques entraînent des réponses et suscitent le développement d'un art critique, reflet d'une résistance à l'opposition d'une image stéréotypée. Les satires imagés apparaissent dès les premières guerres de Louis le Grand en 1667 pour connaître une véritable expansion après 1685 et perdurer jusqu'à sa mort donc en 1715. Celles de Louis XVI ne se répandent qu'après la fuite de Varennes, après 1791, et ne circulent que quelques mois dans le royaume. L'image royale est donc plurielle et ne peut se réduire à une seule étiquette. Son étude a été depuis ces 30 dernières années profondément renouvelée. Peter Burke et Gérard Sabatier, inspirés par les travaux de Louis Marin, ont produit des analyses de qualité sur l'iconographie ludovicienne. L'exposition, qui a été consacrée l'année dernière à Versailles à Louis XIV, l'homme et le roi, a été également l'occasion de la tenue d'un colloque international sur ces questions de pouvoir du souverain et de ses représentations. Louis XVI a lui aussi été au cœur de plusieurs recherches fructueuses portant sur son règne. On peut par exemple se référer à la biographie de Jean-Christian Petit-Fils, qui date déjà un petit peu, et puis sur les caricatures, notamment aux travaux d'Annie Duprat, Les rois de papier. Donc, je m'attacherai aujourd'hui à voir comment le pouvoir royal cherche à bâtir une figure intouchable, qui pourtant se trouve égratignée, preuve incontestable de la prise de recul de certains sujets et de l'émergence d'une réflexion politique au moment où la monarchie rencontre des difficultés. Je souhaiterais tout d'abord commencer par la fabrication du roi absolu. En effet, afin de créer un imaginaire de l'autorité, les souverains, dès François Ier, cherchent à instrumentaliser les arts. Et en cela, le règne de Louis XIV, évidemment, se caractérise par l'influence sans précédent du monarque dans une politique artistique mise au service de la gloire du prince. Dès les années 1660, se met en place ce que l'on appelle une institution iconique du prince, c'est-à-dire un dispositif tripartite qui permet au souverain
de contrôler l'iconographie dont il est le sujet, depuis son élaboration jusqu'à sa diffusion. Le premier niveau de conception, c'est évidemment la sphère décisionnelle. Cette sphère décisionnelle, c'est ce qu'on a pu appeler le ministère de la gloire, à la tête duquel se trouve le souverain lui-même, dont l'intervention, bien sûr, est ponctuelle, et qui veille à ce qu'on appellerait aujourd'hui sa communication, tout simplement. Il opère souvent un choix entre les projets que lui soumet Colbert au début du règne, qui supervise le patronage royal dès 1661. Colbert devient par la suite surintendant et ordonnateur général des bâtiments, arts, tapisseries et manufactures de France en 1664, et il occupe cette fonction jusqu'à sa mort en 1683. Colbert a l'intelligence de s'entourer de conseillers spécialisés que je vous ai présentés ici, donc Jean Chapelain, qui a des attributions plutôt dans le domaine de la littérature, Charles Perrault, qui veille à l'architecture, et Charles Lebrun pour la peinture et la sculpture. Ces hommes, donc, vont conseiller Colbert, qui, dès février 1663, crée une assemblée plus formelle, la Petite Académie. Cette Petite Académie se compose de 5 érudits que je vous présente ici, donc Jean Chapelain, Charles Perrault, dont on a déjà parlé, François Charpentier, et puis 2 abbés, Amable de Courseilles et Jacques de Cassagne. Charles Lebrun, quant à lui, veille sur l'Académie de peinture et de sculpture, c'est pourquoi il ne fait pas partie de celle-ci. Cette Petite Académie est réunie tous les mardis et vendredis, et elle a une mission très importante, comme le souligne cette adresse de Louis XIV. Vous pouvez, messieurs, juger de l'estime que je fais de vous, puisque je vous confie la chose au monde qui m'est la plus précieuse, qui est ma gloire. Je suis sûre que vous ferez des merveilles. Je tâcherai, de ma part, de vous fournir la matière qui mérite d'être mise en œuvre par des gens aussi habiles que vous êtes. Oui, un peu de fierté, bien sûr. À la mort de Colbert, en 1683, son principal ennemi, Louvois, devient surintendant des bâtiments et impose alors quelques changements. Des changements en matière de personnel, par exemple l'influence de Lebrun décline au profit de Mignard. Des changements également en matière de politique. Louvois est beaucoup moins regardant vis-à-vis de la dépense, et donc il va multiplier les travaux, notamment à Versailles. Suite à la mort de Louvois, c'est Pontchartrain qui lui succède, mais il n'a pas autant d'ambition, et il faut préciser que la fin du règne est également moins riche en artistes. Plusieurs sont morts, c'est le cas de Molière, ou alors se sont retirés, c'est le cas de Racine, par exemple. Et puis la couronne connaît des problèmes financiers. Donc ça, c'était pour cette sphère décisionnelle qui veille sur le second niveau du dispositif, à savoir des institutions d'exécution. Ces institutions d'exécution sont en charge de produire des œuvres pour le prince. Ce sont les célèbres académies, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre très longtemps. Donc vous voyez, Académie royale de la danse, de la peinture et de la sculpture, qui est remodelée en 1663. L'Académie de France à Rome, pour favoriser la formation des artistes, celle d'architecture, d'opéra, très vite remplacée par l'Académie royale de musique et qui est confiée à Lully. On peut signaler aussi la présence de l'Académie française. À côté de ces académies, il y a bien sûr d'autres établissements qui veillent à la réalisation des œuvres d'art. On peut parler des Gobelins, pour les tapisseries également, on va faire local la Manufacture royale de Beauvais, fondée en 1664, la Savonnerie pour les tapis ou encore les glaces. Et enfin, la dernière échelle de cette institution iconique du prince, c'est veiller à la diffusion de l'image royale. Pour cela, on accorde une très grande attention aux gravures, des gravures qui sont réalisées par des artistes spécialisés tels que Gérard Edelinck ou Sébastien Leclerc, et qui vont donc veiller à la diffusion des grandes œuvres produites par Lebrun, par exemple, de façon à ce qu'elles connaissent un rayonnement qui dépasse les simples murs de Versailles ou des autres demeures royales. Outre les gravures, il y a également la description écrite des œuvres d'art
et c'est un emploi effectué par André Félibien, qui relate les fêtes royales, par exemple, et les créations réalisées au nom du prince. Donc, sous Louis XIV, la création devient centralisée et coordonnée, et cette structuration des arts, poussée à l'extrême, se double d'un contrôle accru des écrits et des images, par le biais évidemment de la censure, une censure très rigoureuse. Sous Louis XVI, ces institutions perdurent, mais en comparaison, bien sûr, le règne de Louis XVI témoigne indéniablement d'un affaiblissement du mécénat princier et d'une moindre attention accordée à la sphère artistique. Louis XVI, roi en 1774, est un monarque économe et simple, peu attiré par les arts, alors que paradoxalement, son éducation princière est centrée autour du culte de Louis XIV, pratiqué aussi bien par son grand-père, Louis XV, que par ses parents et par son gouverneur, la Vauguyon. Précisons qu'il confie au comte d'Angivillers, qu'il connaît depuis son enfance, la charge de surintendant général des bâtiments. Et on peut aussi évoquer le rôle des menus plaisirs du roi, qui est important et qui veille donc à l'organisation des festivités. Donc je voulais revenir sur ces cadres qui permettent en fait de façonner une iconographie dorée des princes que j'aborderai à travers deux exemples. J'ai préféré me focaliser sur des exemples plutôt que de faire un large balai qui me semble être moins intéressant. Mon premier exemple, c'est une icône sculptée, la statue équestre de François Girardon, inspirée de celle de Marc Aurèle et qui servit d'exemple à plusieurs autres monuments équestres élevés à la gloire du IIIe bureau. Il s'agit d'un bronze qui appartient à ce que l'historien Michel Martin, qui a très bien étudié ces statues, appelle la campagne des statues de 1685, puisqu'en 1685, il y a en effet une vaste campagne qui vise à édifier dans plusieurs villes de France des statues équestres de Louis XIV. Le monument de Girardon doit orner une place parisienne. Il s'agit de la place Louis le Grand, actuelle place Vendôme, et c'est pourquoi l'architecte Jules Hardouin-Mansart conçoit un immense espace rectangulaire de 213 mètres sur 124, qui est délimité, vous le voyez ici dans cette estampe, par un front de maison uniforme qui servent d'écrin à la statue. C'est important, cette uniformité, pour mettre en valeur la statue qui se trouve au centre. Cette statue, sur laquelle je reviens, qui a été détruite, c'est pour cela que je vous présente ici une de ces représentations plutôt sous une forme picturale et que je ne peux pas vous la représenter en réalité, il n'en reste qu'un pied. Eh bien, cette statue insiste sur la majesté du prince à travers différents procédés. Tout d'abord, par le caractère imposant de la statuaire. C'est une statue haute de 6 mètres et qui pèse 30 tonnes. Elle est de plus hissée normalement sur un piédestal, que vous ne voyez pas ici, mais qui est un piédestal, qui lui permettait d'atteindre le second étage des maisons entourant la place. Donc, immensité. D'autre part, pour insister sur la majesté du prince, on a choisi un matériau particulier, le bronze, et en effet, c'est très rare à l'époque, et ça relève de la performance technique, donc ça confère davantage de majesté au prince. Enfin, majesté attribuée par, évidemment, la figuration du monarque. On reconnaît bien Louis XIV, roi perruqué, mais tête nue, qui parade ici, à la manière d'un roi victorieux, le glaive au côté, dans une attitude vraiment souveraine. Il a le buste très droit, le regard qui porte au loin, le visage serein. Le choix du costume à la romaine, que vous voyez ici, évoque le caractère d'éternité atemporelle du pouvoir royal. Ce souverain est représenté à cheval. Et la retenue du cheval, en fait, traduit le stoïcisme de la souveraineté. L'animal est en posture qu'on appelle passageante. Évidemment, c'est une attitude de marche. Et sur la statue, vous le voyez ici, il foule un bouclier et des armes, ce qui fait référence à des ennemis vaincus. Le choix d'un roi cavalier insiste donc sur l'image du chef militaire, certes,
qui commande ses troupes, mais donne également au souverain les qualités du chevalier. En outre, le roi apparaît comme le seul détenteur du commandement politique de l'État. En effet, la gestuelle insiste sur le pouvoir décisionnel du souverain. Vous voyez que la main droite est ouverte, elle est tendue, dans un geste de protection et d'autorité. Vous remarquerez également l'absence de régalia dans ce tableau. La seule marque monarchique, finalement, c'est la présence de lys en bordure du tapis de sel. Donc ici, seul son visage et son corps suffisent à l'identifier. Le défi relevé par le sculpteur est donc d'imposer l'image du sage gouvernant sans avoir recours à l'allégorie ou à la mythologie, mais seulement par l'impression de totale maîtrise qui se dégage de l'ensemble. C'est pourquoi Gérard Sabatier qualifie cette figure de fantasme de l'absolutisme, car le roi n'a nullement besoin d'attributs ou de décorum pour incarner le pouvoir. Seul son corps compte. Il opère ainsi la synthèse parfaite entre le corps mortel du souverain et son corps mystique, tel qu'Ernst Kantorowicz les a identifiés. Le statut d'icône de cet ensemble monumental se traduit aussi par le rituel orchestré lors de l'inauguration de la place le 13 août 1699. En effet, le roi est absent, mais ça n'empêche pas les festivités, et Saint-Simon n'a pas manqué de les décrire. Le duc de Gesvres, gouverneur de Paris, à cheval à la tête du corps de ville, y fit les tours, les références et les autres cérémonies tirées et imitées de la consécration de celle des empereurs romains. Il n'y eut à la vérité ni encens ni victime. Il fallut bien donner quelque chose au titre de roi très chrétien. Un culte, donc, est rendu à la figure royale, mais attention, un culte laïque, dépourvu de tout caractère religieux. La force symbolique de cette statuaire, qui incarne à merveille les aspirations absolutistes de Louis XIV, explique pourquoi celle-ci fut détruite en 1793, alors que les révolutionnaires faisaient preuve d'une véritable iconophobie monarchique. Le second exemple d'icône est une estampe consacrée à Louis XVI, qui est présentée ici en père du peuple. Cette estampe est diffusée dans la capitale en 1789 et elle insiste sur la légitimité du souverain en faisant référence à deux de ses célèbres aïeux, Louis XII, à gauche, et Henri IV. Les bustes de ces souverains sont reproduits dans un espèce d'arbre généalogique, ou plutôt de fleurs généalogiques, puisque vous reconnaissez sans doute tous les lys en haut. Et on voit donc Louis XII, qui est présenté comme l'ami du peuple, et le père de ses sujets, Henri IV, qui finalement veille à Louis XVI. La légende s'appuie sur la somme 12 plus 4 égale 16. Eh bien oui, enfin, en plus tous les élèves peuvent comprendre, pour que passer les premières années de primaire, certes, pour que déteigne en fait sur le monarque la popularité de ses prédécesseurs. Ceux qui incarnaient en cette fin de XVIIIe siècle des références en matière de gouvernement que des philosophes éclairés comme Voltaire tiennent pour des rois idéaux. Donc ce sont des rois qui sont vraiment même encensés par des philosophes des Lumières. Le roi devient donc ici une sorte d'icône populaire dont la force politique réside dans la sagesse de son gouvernement. L'éloge repose donc davantage sur son ouverture d'esprit plutôt que sur l'origine divine de son pouvoir, par exemple. Et vraiment, ce qu'on cherche à encenser, c'est le fait que Louis XVI était capable de convoquer les États généraux, ces États généraux qui étaient tombés quand même en désuétude depuis 1615. Bien que ces deux souverains se soient donc attachés à fabriquer un imaginaire royal en accord avec leur personnalité et les aspirations de leur temps, cela n'empêche pas la circulation de productions polémiques, attestant de la politisation croissante de leur sujet. Donc je vais m'intéresser dans une seconde partie sur justement cette icône royale qui est égratignée.
Il faut savoir que ces discours contestataires s'inscrivent toujours dans des périodes de bouleversement plutôt. Des périodes d'affrontements militaires, par exemple, de conflits religieux, c'est le cas suite à la révocation de l'édit de Nantes en 1685, des périodes aussi de bouleversements politiques, comme la Révolution française. Ces productions d'opposition sont très importantes et permettent de relativiser l'emprise des princes sur leur propre image. Alors que Louis XIV souhaite inscrire dans la pierre l'histoire merveilleuse de son règne et finalement laisser à la postérité l'image d'un prince inégalé, eh bien, il va voir se forger sous ses yeux sa propre légende noire. En effet, la saturation de l'espace public par la figure de ce monarque entraîne finalement de vives réactions critiques dans les milieux artistiques européens. L'icône royale est ainsi maculée par différents adversaires, parmi lesquels on va trouver les Huguenots, bien sûr, mais aussi les adversaires européens du souverain, les Provinces-Unies, l'Angleterre, l'Empire également, et pointe également des critiques dans certains milieux français, autour de Fénelon par exemple, ou de Vauban. Parmi les multiples attaques lancées contre Louis le Grand, je vais m'attacher aujourd'hui à étudier la volonté de briser finalement la mythification que le souverain entend faire de sa personne. Louis XIV, c'est le roi soleil. Et bien justement, on assiste à un détournement de cette icône solaire. Ce détournement fait que le discours laudatif que Louis XIV entend mettre en place, eh bien, finalement, est critiqué dès ses origines. Ce discours remonte au tout début du règne de Louis XIV, puisque dès le ballet de la nuit, en 1653, le roi se fait représenter, vous connaissez tous cette image, en soleil. Rapidement par la suite, eh bien, il acquiert la devise, et je n'ai pas résisté à vous mettre ce passage des mémoires de Louis XIV, qui évoque donc le choix de cette devise lors du carrousel de 1662. Ce fut là que je commençais à prendre la devise que j'ai toujours gardée depuis et que vous voyez en temps de lieu. Je crus que, sans s'arrêter à quelque chose de particulier et de moindre, elle devait représenter, en quelque sorte, les devoirs d'un prince et m'exciter éternellement moi-même à les remplir. On choisit pour corps le soleil, qui, dans les règles de cet art, est le plus noble de tous, et qui, par la qualité d'unique, par l'éclat qui l'environne, par la lumière qu'il communique aux autres astres qui le composent comme une espèce de cour, par le partage égal et juste qu'il fait de cette même lumière à tous les divers climats du monde, par le bien qu'il fait en tout lieu, produisant sans cesse de tous côtés la vie, la joie et l'action, par son mouvement sans relâche, où il paraît néanmoins toujours tranquille, par cette course constante et invariable dont il ne s'écarte et ne se détourne jamais, est assurément la plus vive et la plus belle image d'un grand monarque. À la suite de ce carrousel, un antiquaire du nom de Douvrier imagine la devise Nec pluribus impar, illustrée par un soleil éclairant le globe terrestre. C'est l'image, la médaille que je vous ai placée en dessous. L'expression est difficile à traduire et manque de clarté. Littéralement, elle signifie « il n'est pas inégal à plusieurs » ou à des tâches plus nombreuses. En fait, le sens réside tout simplement dans le fait que Louis XIV peut seul gouverner plusieurs empires, comme le soleil est capable de briller, d'illuminer différents mondes. Cette interprétation, qui est donc l'interprétation officielle, diffère grandement de la lecture faite par les adversaires du roi, qui considèrent cette emblématique solaire comme la manifestation des prétentions de Louis XIV à la monarchie universelle. Donc cette icône solaire va être critiquée. On va détourner ce soleil en insistant désormais sur la perte d'éclat de l'astre solaire. Le soleil, qui d'habitude par sa chaleur et sa lumière écarte le mal, la haine, les ténèbres, devient dès lors inefficace. Les artistes utilisent différents subterfuges pour atténuer l'éclat du soleil. Dans les médailles, par exemple, on va user de la thématique du soleil qui se couche, ce qui évoque également le crépuscule de la vie de Louis XIV, c'est assez utile. On va également utiliser l'image de l'astre caché derrière un nuage,
une montagne, un objet, ou encore l'image du soleil éclipsé. Ce thème de l'éclipse est récurrent à partir notamment de l'année 1706, année où le phénomène a réellement lieu, ce qui explique pourquoi d'ailleurs on va jouer avec cela, puisqu'une éclipse a lieu le 12 mai. L'estampe ici présente des Grote Eclipsis in the Zone, qui est une estampe donc hollandaise, mais la légende est en hollandais et en français, qui se traduit donc par la grande éclipse du soleil, circule en France au début du XVIIIe siècle. Et elle donne à voir cette disparition momentanée de l'astre solaire. L'image, vous le voyez, se divise dans une scène principale avec 3 petits cartouches sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Au centre, peut-être pouvez-vous reconnaître une femme, donc une souveraine, il s'agit Anne d'Angleterre, qui est devant toute une assemblée de Français qui se retrouvent emprisonnés. Donc ça fait référence à l'histoire militaire du règne, dans laquelle, pareil, je ne vais pas m'étendre. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au-dessus du dé, abritant la souveraine. On voit en effet une lune en train d'éclipser un soleil. Et à droite, on remarque 2 astronomes français qui sont munis d'une lunette télescopique et qui observent le phénomène. Donc ici, on a la représentation d'un phénomène naturel qui a en effet réellement eu lieu et son observation au sein même de la gravure. Mais il y a aussi cette idée que c'est Anne, la lune, qui éclipse le soleil, Louis XIV. Et c'est une idée que l'on retrouve par la présence des 2 visages, le visage lunaire et le visage solaire. Donc c'est l'idée que finalement l'Angleterre éclipse désormais la puissance française. Dans la légende, on retrouve cela. L'éclipse qui parut au ciel l'autre semaine fut aux yeux des mortels un parlant phénomène, d'une terrestre éclipse un brillant précurseur, celle de Louis, le soleil de la France, qu'aujourd'hui nous voyons tomber en défaillance par l'entremise de sa sœur, c'est-à-dire d'Anne. Le graveur a donc associé la représentation d'un événement naturel à la métaphore du passage de la lumière à l'ombre. Le texte, qui explique la gravure, précise que ce sont les peuples qui, naturellement portés à la superstition, ont fait le rapprochement entre ce phénomène naturel et, je cite, l'éclipse de la grandeur de Louis XIV qui a pris le soleil pour emblème. Donc finalement, cette éclipse qui a eu lieu, eh bien, elle est interprétée comme la préfiguration du déclin de Louis XIV sur le théâtre des affaires internationales. La devise elle-même, Nec pluribus impar, est également ridiculisée. L'auteur anonyme du supplément à l'histoire métallique de la République de Hollande affirme avec beaucoup d'ironie: n'est-ce pas là en effet une devise bien héroïque, juste, noble, chrétienne? On ne peut pas dire qu'elle soit fanfaronne, qu'elle soit contraire à la justice, à la charité évangélique. Quelle marque que le roi désire envahir le bien d'autrui. Donc finalement, par l'ironie, il insiste bien sur cet orgueil, cette hybris de Louis XIV. Aussi fut-elle transformée par des médailleurs qui parodient la sentence. Et dans ce revers que je vous présente ici, je m'excuse pour la qualité de la reproduction d'ailleurs, qui n'est pas excellente, on retrouve une représentation du bateau français, c'est le fameux Soleil Royal, qui se trouve coulé, malheureusement, en 1692. Et sur ce Soleil Royal, on peut deviner la devise, il y avait la devise Nec pluribus impar. Et donc, pour jouer avec cela, eh bien, vous le voyez livré aux flammes, et sur le tour de la médaille, Nunc pluribus impar, c'est-à-dire maintenant, il ne peut plus résister à plusieurs. Dans l'exergue, on fait référence à la victoire des Anglais et des Hollandais sur les Français en 1692. Donc ces satires se construisent comme de véritables répliques, des réponses à l'imaginaire solaire façonné par les turiféraires. Derrière la contestation politique se cache un désir de détruire la mythification opérée par Versailles et de dénoncer la mystification, c'est-à-dire la tromperie finalement, de cette symbolique. Du temps de Louis XVI, la violence des attaques témoigne d'une liberté d'expression et de l'évolution des mentalités, traduisant la perte de sacralité du souverain. La charge se fait donc très avilissante et n'hésite pas parfois à tomber dans le domaine du trivial. En effet,
au XVIIIe siècle, il y a un déclin de l'influence religieuse, il y a une affirmation croissante de l'opinion publique, et le rôle des écrits libertins n'est pas pour rien dans l'apparition de cette liberté de ton, tout comme le besoin d'exprimer finalement un mécontentement qui gronde depuis des années. Si bien que les pamphlets et les caricatures qui inondent la France dans les premières années de la Révolution sont, au début tout au moins, relativement gentils avec le souverain. Donc de 1789 à 1791, finalement, l'image royale est assez peu attaquée. Mais la fuite de Varennes constitue en revanche un tournant dans l'imaginaire monarchique, puisque désormais les caricatures font de Louis XVI un roi fou et ivrogne, un mari cocu, un véritable benet manipulé par une femme maléfique, celle qu'on appelle la reine scélérate, pour vous renvoyer à un ouvrage de Chantal Thomas sur l'image de Marie-Antoinette. Louis XVI est présenté de façon récurrente comme le roi cochon dans plus de la moitié des caricatures révolutionnaires. C'est pour ça que je voudrais insister sur cette image. Et cette figure du roi cochon est reprise dans les pamphlets, tel le Godemiché royal, je n'ai rien inventé, 1789, je ne suis pas sûre qu'on puisse l'utiliser en classe par contre celui-là, pas terrible. Mais devant vous, je me suis permis. Où le roi est traité de pourceau fangeux. Alors, Louis XVI, ça par contre, ça va, c'est soft. Dans la feuille volante présentée ici, et qui est intitulée « Ah, le maudit animal », c'est une feuille volante de 1791, on voit un souverain complètement ridiculisé. Dans un cadre rural, un paysan habillé de tricolore maintient sous sa coupe un cochon dont le visage rougeaud, bien rosé, qui rappelle le cochon encore une fois, c'est le visage de Louis XVI. On devine qu'il cherche à le faire avancer, aidé dans sa tâche par un petit chien qu'on imagine aboyer. L'analogie avec le cochon, on le voit bien ici, n'a rien à voir avec la lubricité de Louis XVI. D'ailleurs, il était très peu réputé pour son caractère lubrique, donc ça n'a rien à voir. Le parallèle avec le cochon s'explique plutôt du fait que le porc est un animal familier et nourricier, finalement comme le souverain, comme Louis XVI, qui s'est présenté comme le père du peuple, donc personnage familier et nourricier. En outre, le porc dévore les déchets de la maisonnée, ce qui permet aux satiristes de présenter le roi comme un dévoreur du peuple sur lequel il fait peser de trop lourds impôts. La physionomie replète de Louis XVI facilite également l'assimilation, tout comme la simplicité de ce roi bourgeois. L'humour ici réside non seulement dans la zoomorphisation, c'est ce qu'on voit en premier, ce souverain en cochon, mais il réside aussi dans l'inversion sociale mise en scène, puisque ce n'est plus le roi qui détient le pouvoir, mais c'est le paysan, un paysan patriote. Et le dessinateur l'a d'ailleurs affublé, vous le voyez tous, d'un bâton qui fait office tout simplement de sceptre, mais de sceptre populaire. La légende, figurant sous le dessin, poursuit la critique. « Ah, le maudit animal, il m'a tant peiné pour s'engraisser, il est si gras qu'il en est ladre, je reviens du marché, je ne sais plus qu'en faire. » Louis XVI serait donc ici un dévoreur de richesses et un ladre, c'est-à-dire un avare. Deux attaques très communément répandues à l'époque. Mais la légende va plus loin, en posant la question de l'avenir de l'animal. Le paysan, en effet, dit qu'il ne sait plus qu'en faire. Comment peut-il s'en séparer, si ce n'est finalement qu'en le tuant ? La figure du roi cochon, qui s'impose donc dans les caricatures de Louis XVI, après Varennes, crée ainsi les conditions favorables à sa mise à mort, puisque le destin du cochon, très souvent, c'est d'être exécuté, d'être saigné. Ce que ces différents portraits permettent de réaliser, et c'est ce que je verrai dernièrement, c'est finalement l'importance des rapports liant imaginaire et pouvoir, mais aussi la véritable prise de conscience de la part de ces enjeux de la part des contemporains eux-mêmes. Je vais citer Louis XIV. Les peuples se plaisent au spectacle. Par là, nous tenons leurs esprits et leurs cœurs. Cette citation rappelle en effet l'importance des divertissements et du paraître et témoigne de la relation évidente entre magnificence et souveraineté.
Finalement, pour être roi, il faut paraître roi. Et c'est ce qu'a bien démontré Peter Burke dans The Fabrication of Louis XIV, qu'on traduit maladroitement en français par Louis XIV, les stratégies de la gloire. Et en fait, ces stratégies, c'est pas exactement ça. L'image du roi est donc un instrument politique qui participe à la sacralisation du souverain. Les techniques artistiques du siècle de Louis XIV, la nécessité par exemple de procéder par comparaison, par analogie, par glissement de sens, eh bien, confèrent ce côté mystérieux au souverain. Je vous ai mis ici une représentation où finalement Louis XIV est représenté en Alexandre. Eh bien, il y a un certain mystère, on ne décode pas tout de suite le sens de ce tableau. Et ce côté mystérieux, eh bien, ça participe à la sacralisation du roi. L'usage également de l'allégorie divine, grecque ou romaine, les représentations de Louis XIV en Apollon que vous connaissez tous, induit également une transcendance de la personne royale, qui est assimilée au rang des divinités antiques. Le mystère autour de l'interprétation et la réduction de la compréhension de ces œuvres à un groupe limité, à une élite cultivée qui connaît les allégories, finalement, ça participe encore une fois de la sacralisation supplémentaire qui rejaillit sur la fonction royale. D'autre part, le portrait joue en tant que tel un rôle politique, car c'est un équivalent, un double. Je vais citer Félibien. En votre personne et en votre portrait, nous avons des rois qui tous n'auront jamais rien de comparable. C'est pourquoi les représentations des souverains en costume de sacre n'avaient pas pour seule fonction de représenter, de préserver les traits des rois pour les générations futures. Par exemple, ce portrait de Louis XVI, que vous connaissez tous, également, portrait réalisé par Antoine-François Calais, est une figuration très classique du pouvoir monarchique. La composition de cette toile rappelle bien entendu, je ne pouvais pas ne pas parler de ça, le portrait de Louis XIV, de Hyacinthe Rigaud. Le monarque, donc je m'attachais à Louis XVI, se tient debout, légèrement de 3/4, devant une grande draperie qui forme un D. Et il regarde en direction du spectateur. On retrouve tous les régalia présents. Ce genre de portrait, finalement, affirme que le roi a le pouvoir, mais également que le roi est le pouvoir. Et c'est pourquoi cette icône est copiée, envoyée aux cours étrangères et donnée sous forme de cadeau aux ambassadeurs. Ces copies de cette toile existent toujours aujourd'hui, elles sont conservées d'ailleurs pour certaines dans différents musées français, et elles sont réalisées à l'époque et contrôlées par le directeur général des bâtiments du roi, c'est-à-dire le comte d'Angévillers. La vocation de ces toiles n'était pas de diffuser cette image du roi simplement, mais de l'incarner, de le remplacer tel un égal, puisqu'elles étaient distribuées dans les hauts lieux de la magistrature et dans les villes du pouvoir en province. Donc finalement, cette copie, elle remplaçait le roi un petit peu comme aujourd'hui, on va avoir dans les mairies eh bien, le portrait du président. C'était le même genre de fonction. Donc la valeur n'est pas seulement emblématique, mais bien réelle. Le roi est présent par son portrait, qui est d'ailleurs lui-même parfois présenté sous un dé. On va le révéler. L'objectif de ces représentations est donc de pousser les sujets à l'obéissance, ce que traduisait le maréchal à la fin du XVIIe siècle. Il disait, dans ses réflexions sur le portrait du roi, « Tous les Français, animés les uns par la vue de sa personne et les autres par celle de son portrait, seront engagés à l'honorer par devoir, à l'aimer pour ses vertus et à souhaiter sa conservation pour leur propre gloire et la grandeur de leur empire. » Donc, la qualité de la copie a son importance. Et c'est pourquoi, à partir de la fin du XVIIe siècle, la surintendance des bâtiments eh bien, veille à mettre sous tutelle la fabrique des copies de ces portraits. Désormais, la copie du portrait royal devient un privilège exclusif de quelques peintres. On veille à ce que le roi ne soit point défiguré, c'est important. Et on veille également à protéger les artistes de l'Académie des contrefaçons. Néanmoins, dans les années 1780, la monarchie se montre plus restrictive dans le don de ses portraits officiels, puisqu'elle veillait donc à la fabrication de ces copies, mais elle les donnait aussi. Ça n'était pas financé par les provinces en l'occurrence.
Les officiers de la monarchie, qui adressent une demande au service des bâtiments du roi, reçoivent en effet très souvent une fin de non-recevoir. Ainsi, en 1782, le comte d'Angivillers déboute la cité de Pont-à-Mousson, car les justifications de la ville ne lui semblent pas suffisantes. Il fait de même pour Nîmes, pour Valenciennes. Donc pour recevoir un portrait du roi à la fin du XVIIIe siècle, il faut le mériter, par exemple en érigeant une statue dans la ville, une statue financée par la municipalité. Et dans ce cas, on peut se voir honoré de recevoir une copie du portrait officiel du roi. Cette attitude témoigne en fait des problèmes financiers de la monarchie et de la volonté de la part du surintendant de financer les finances de soulager les finances de l'État. Ainsi, l'image du souverain est bien un instrument politique, permettant au pouvoir de s'imposer. C'est pourquoi, à l'époque moderne, l'État royal cherche à instrumentaliser les arts. Le spectacle qu'offre le roi par son image vise donc à la fois à impressionner le spectateur, à le rendre obéissant, mais aussi à détourner son esprit de la politique. Divertir, c'est également détourner de la politique. Il s'agit donc bien d'éblouir, éblouir dans le sens de briller, mais également dans le sens d'aveugler, pour mieux gouverner. Cette ambition, poussée à son extrême au siècle de Louis XIV, s'avère pourtant être un échec. Aussi verrouillée qu'ait pu être la création du temps du roi Soleil, cela n'empêcha pas la circulation au sein du royaume de satires politiques. Bien que produites à l'étranger, ces images noires ont un certain succès en France, si bien que les autorités luttent contre leur circulation. Dès le début du XVIIIe siècle, l'imagerie royale traditionnelle se heurte donc à une certaine évolution des mentalités. Le message, véhiculé par les portraits officiels, devient, à mesure que les années passent, inadapté. En témoigne la réception de ce portrait. C'est le portrait réalisé par Duplessis, encore une fois un portrait de Louis XVI. Et quand il est exposé au salon, voilà une des critiques que l'on peut lire. Au lieu de chercher à rendre l'homme, M. Duplessis a voulu peindre le monarque. Il n'a pas senti que l'humanité, la bonté, la popularité, étant le caractère distinctif de la physionomie du roi, il ne pouvait s'allier avec celui de la grandeur, de la fierté imposante, repoussante même. Ainsi, Pendença de Mérobert dénonce le hiatus flagrant entre l'être et le paraître, entre l'homme et sa fonction, entre le roi et le régime qu'il est censé incarner. Cette crise des représentations est sans doute un des prémices de la crise politique qui éclate une dizaine d'années plus tard. Je vous remercie. Je vous remercie pour cet exposé très riche et illustré. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ces représentations? Exactement, il y a une pression sur cette société. Alors le problème, c'est ce qui est assez intéressant justement dans cette imagerie, c'est que on va trouver très peu, par exemple, de productions artistiques, notamment de gravures, qui vont être produites en France et donc émaner d'artistes français et circuler en France. Elles sont produites à l'étranger. Néanmoins, la société française est critique à l'égard du souverain et ça peut transparaître à travers, par exemple, les chansons et les chansons populaires. Là, c'est vraiment une expression très flagrante. Elles sont nombreuses à la fin du règne et elles critiquent le souverain. D'autre part, on a des cas, par exemple, d'emprisonnement de libraires ou d'emprisonnement d'artistes qui sont assez rares, en tout cas pour tout ce qui est production iconographique. Pour les productions pamphlétaires, par contre, c'est plus nombreux et on s'aperçoit qu'il y a une véritable quand même critique et remise en question.
On peut dire en revanche que dans les élites de la société, on va avoir cette critique qui va avoir un véritable impact et une véritable force. J'ai parlé de Fénelon tout à l'heure, qui adresse sa lettre à Louis XIV et à Vauban. Il y a plusieurs réflexions aussi critiques, même du temps de Fouquet. Donc on va avoir dans les élites une liberté de ton, mais cette liberté de ton, encore une fois, il va falloir faire très attention parce que la censure règne et pèse. Et c'est vrai que de la part des populations, finalement, comme témoignage, hormis les chansons, hormis les quelques signes d'arrestation, on ne dispose pas de beaucoup d'éléments. Ça, si ce n'est qu'on sait que le souverain n'était pas apprécié à la fin de sa vie, que son enterrement, enfin sa mort entraîna de grands soulagements. On a des évocations des réactions populaires lors, par exemple, de l'hiver 1709, donc une fin de règne très difficile, ça on le sait, mais au niveau des productions artistiques, en revanche, émises en France, c'est tellement verrouillé que c'est difficile d'en retrouver, voire c'est impossible, parce que, voilà, tout simplement parce que la censure finalement fonctionnait, ça assez bien, mais ça n'empêchait pas quelques circulations. Merci pour votre exposé. Je m'interroge devant vous s'il n'y a pas un lien fertile et ténu entre les aspects péjoratifs qui sont très rudes, entre notre roi cochon, quoique dans le cochon tout est bon dans notre culture. Pas faux. Entre celles-ci, la capacité qu'elles ont à populariser l'image. Parce que moi, je ne connais pas Louis XVI et j'aurais bien des difficultés s'il n'y avait pas une légende, s'il n'y avait pas votre culture pour me le prêter, à savoir que c'est le roi. Et justement, la multiplication de l'institutionnalisation et de la sacralisation laïque. Plus il y a ces images, plus on reconnaît des traits, des attributs. Est-ce que ça ne permet pas, en fait, la libre circulation de toutes les attaques satiriques qui nous amusent bien aujourd'hui? Il faut les reconnaître. Alors, pour qu'elles soient amusantes, il faut les reconnaître. On est totalement d'accord. Il faut rentrer dans un code. Merci. On est totalement d'accord que pour que l'humour fonctionne, il faut être capable de reconnaître et de comprendre qui est représenté. Ça, d'accord. Néanmoins, les sujets de l'époque, même les plus simples, même les moins cultivés, connaissent le visage du souverain rien que par le biais des monnaies. D'ailleurs, on peut réfléchir Varenne, Louis XVI arrêté, voilà, grâce ou à cause de cette fameuse... toute l'histoire qu'il y a autour de ça. Donc, en tout cas, on sait repérer le visage du souverain. Ces sujets, donc les sujets français connaissent son apparence par le biais de ses représentations, et c'est pour ça que d'ailleurs la critique fonctionne. Et ce qui est intéressant avec le cas également de Louis XIV, c'est de voir que finalement Louis XIV n'a pas seulement mitraillé la France de ses représentations, mais il l'a également fait à l'échelle européenne. Et c'est pour ça que ces critiques qui viennent de l'étranger, elles sont produites par des artistes étrangers et par des huguenots qui ont émigré à l'étranger, qui ont été contraints de s'exiler. Et elles prouvent que finalement, cette image de grand souverain, elle est connue dans toute l'Europe et qu'on la critique aussi depuis toute l'Europe. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que finalement, entre le turiféraire et le détracteur, la frontière est très mince. Et celui qui est le turiféraire d'un souverain devient très souvent, et c'est le cas, le détracteur d'un autre souverain. Par exemple, Louis XIV se sert lui-même de la caricature pour critiquer ses ennemis, pour critiquer les Provinces-Unies, qui vont être représentés comme des grenouilles. Ce n'est pas nous les grenouilles à l'époque, ce sont les Hollandais, parce que pays terre d'eau, pour critiquer les Anglais et Guillaume d'Orange, par exemple. Donc finalement, ça fait pas... Ces hommes ont la même culture. Être turiféraire et être détracteur, c'est avoir un patrimoine culturel commun, maîtriser les mêmes codes, et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce que, finalement, entre la satire politique et la louange politique, eh bien, les frontières sont assez minces, il suffit juste de renverser les codes. On peut dire d'une certaine manière que s'il n'y avait pas eu Louis XIV, il n'y aurait pas eu Chardin au règne suivant.
Et d'autre part, en admettant un certain nombre de toiles, y compris à Versailles, qui sont peut-être moins une glorification qu'une leçon de morale permanente. On peut interpréter la Tente de Darius aussi comme cela. C'est-à-dire, par exemple, il y a eu plusieurs écrits sur les lettres de Fénelon et les analyses des tableaux de Poussin par Fénelon qui montrent à quel point, finalement, le monarque a sous les yeux sans arrêt un reproche par l'art aussi de ça. Et à l'inverse, puisque vous prenez les deux bouts, et j'aime beaucoup cette idée, Louis XVI, finalement, en Givillers, a complètement réprimé cette autonomie des artistes par une brimade matérielle, on peut dire que les conditions dans lesquelles ont vécu les artistes de l'Académie au fur et à mesure du règne de Louis XVI n'ont cessé de se dégrader par l'action personnelle d'Angivillers, au moment même où finalement une certaine liberté populaire de ton régnait. Est-ce qu'il n'y a pas ce paradoxe-là quand même en permanence dans la dernière époque de la monarchie Bourbon? C'est vrai qu'il y a un paradoxe. En même temps, du temps de Louis XIV, il y a des moyens qui sont donnés aux arts, c'est indéniable. Pour autant, parler d'une liberté des académies, elles sont toujours dans l'optique de Louis le Roi, elles multiplient les morceaux de réception, etc. Donc, il y a... Et puis, il y a une certaine, quand même, c'est vrai, ouverture d'esprit même de Louis XIV lui-même. Ses satires, il les connaît, il s'amuse même parfois de voir des représentations de lui-même. Mais je dirais qu'il contrôle, il est conscient, il y a en tout cas une prise de conscience dès Louis XIV de la force de l'image et de la nécessité de convaincre par l'image et du poids qu'elles sont. Ça, c'est indéniable. Et du temps de Louis XVI, il y a finalement un souverain qui s'intéresse peu à cela, et c'est sans doute d'ailleurs, dès Louis XV, c'est sans doute ce problème de communication qui est aussi responsable de l'impopularité par exemple, de Louis XV. Louis XV, qui passe du bien-aimé au mal-aimé, c'est parce qu'à un moment, il ne sait plus communiquer, parce qu'il se coupe, parce que son image se dégrade. Et Louis XVI, lui, qui est accueilli en sauveur, il y a un début de règne très positif et une très belle image au début de son règne. Cette image, elle tarde à se dégrader, et elle ne se dégrade finalement. Elle se dégrade aussi par le biais de sa femme, qui elle est impopulaire dès le début. Donc finalement, ce soin accordé à la communication, si on peut utiliser des expressions très contemporaines, je pense est central dans leur façon de régner. Et voilà. Et y a-t-il finalement, je ne sais pas si, peut-être si les services de Louis XVI avaient accordé davantage d'importance et de liberté aux arts, mais bon, on ne peut pas refaire l'histoire, voilà, c'est ça, et c'est comme ça. Juste un point, il y a une vraie libération quand même de l'artiste par rapport aux corporations par les académies royales, et d'ailleurs Mignard en a joué, puisque ne pouvant rivaliser avec Lebrun dans le cadre de l'académie, il a accepté la présidence de la corporation pour essayer de rivaliser avec une sorte d'art officiel qu'il représentait par ailleurs aussi bien. C'est vrai, et d'ailleurs, mais dès que c'est Louvois qui prend la place de Colbert, eh bien Mignard dépasse son ancien rival. Donc finalement, il y a quand même un statut très confortable d'être à l'académie, d'avoir non seulement des commandes, et puis aussi une petite mince liberté d'expression. Y a-t-il encore des questions? Oui. En fait, je ne suis pas sûre, parce que, par exemple, au siècle précédent, avec Henri III, on va avoir des estampes pareilles et très violentes contre l'image du roi qui vont préfigurer, anticiper le régicide. Donc je pense que le fait d'inonder comme ça, quand Louis XIV inonde de son image et qu'il voit en retour d'autres images négatives circuler, il est quand même conscient du danger de ces images. Le fait qu'il inonde de sa personne son royaume, c'est
pour pallier finalement à son absence. Il ne faut pas oublier qu'à partir du règne de Louis XIV, le souverain se déplace beaucoup moins. À partir de 1693, il ne va plus sur les champs de bataille. 1893, il lui reste quand même plus de 20 ans à régner encore, hein. Et il ne se déplace plus, il n'y a plus d'entrée ou très peu. Voilà, donc finalement le roi, la présence du roi est bien moins visible, même si on dit que le roi est public, que l'on peut venir à Versailles, voir le roi à Versailles, l'observer, c'est vrai, mais néanmoins, c'est plus un roi qui circule dans son royaume. Donc par exemple, cette campagne des statues, elle a pour but de faire venir le roi en province. Il n'y vient plus physiquement, bien sa statue vient en province le représenter. Et d'ailleurs, le choix des villes est très symbolique, puisque les villes où on va mettre ces statues de Louis XIV, ce sont des villes qui sont des villes où l'impôt, ce sont des pays d'État, où l'impôt est négocié entre le pouvoir royal et une assemblée représentative locale. Et pourquoi on va choisir ces villes-là? Tout simplement pour rappeler que c'est le roi qui décide. Donc on va finalement, il y a vraiment un rôle de substitution. Ces statues, elles sont censées avoir un pouvoir et faciliter le règne du souverain. Y a-t-il encore une dernière question? Non, je crois que nous pouvons vous remercier à nouveau.